êtes coach et vous rencontrez des difficultés pour aider, accompagner vos clients qui sont comme bloqués, figés, envahis par des émotions limitantes et bloquantes. Et vous ne savez pas quoi faire. Cette situation, je l'ai rencontrée moi aussi il y a une bonne vingtaine d'années. Lorsque j'ai débuté ma pratique de coach, j'avais pleinement confiance dans tous les outils que j'avais appris. J'avais suivi une formation complète de coach professionnel certifié ICF, j'avais terminé mon maître praticien en PNL et j'avais l'intime conviction que j'avais tout ce qu'il était nécessaire pour pouvoir réussir à accompagner les personnes qui venaient me consulter à mon cabinet en tant que coach de vie. Et très vite, j'ai été confronté à un problème. J'appliquais les principes que j'avais appris autant dans ma formation de coach que dans la formation de PNL, définition d'un objectif précis, ambitieux et réaliste, sous le contrôle de la personne. Une fois que l'objectif était défini, on mettait en place des plans d'action bien précis, planifiés dans le temps, de manière à pouvoir optimiser, augmenter les chances de réussite. Je cherchais à poser les questions les plus puissantes pour stimuler, éveiller la motivation, l'envie, pour amener la personne à se projeter dans le futur et ce moment où elle aura réussi à réaliser, à mettre en œuvre le changement pour lequel elle est venue me voir. J'avais l'impression de tout faire juste. Et en même temps, au bout d'une semaine, voire 15 jours, lorsque la personne revenait une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois, je rencontrais souvent la même difficulté. La personne revenait me voir en me disant « mais j'ai essayé de mettre en œuvre ce que vous m'avez dit, j'ai essayé de bien mettre en place des plans d'action et en même temps je sens comme une sorte de force à l'intérieur. Je ne sais pas si ce sont des émotions ou si c'est mon inconscient, mais comme quelque chose qui me bloque, qui me fige et qui m'empêche de pouvoir mettre en œuvre ce qu'on a défini ensemble. » Et je dois vous avouer que plus d'une fois, je me suis posé la question, mais quoi faire ? Comment aider ces personnes ? J'avais l'impression que j'avais utilisé tout ce qu'il était possible d'utiliser. Les objectifs étaient clairement formulés, le plan d'action aussi, les questions puissantes pour stimuler, éveiller, amener la personne à se projeter dans le futur, et puis à imaginer la réussite. Tout cela avait été correctement fait, et en même temps, ces personnes venaient me voir avec ce sentiment d'échec. Sentiment d'échec, je dois vous l'avouer, qui m'habitait moi aussi à l'issue de ces séances. Et je me suis vraiment posé la question, mais comment faire les choses autrement ? Comment aider ces personnes autrement ? Et je me suis souvenu à ce moment-là que durant la formation en PNL, on avait parlé de Milton Erickson, à l'origine de l'hypnose ericksonienne. Et je me suis dit, ces problématiques, ces blocages, ces limitations, ça ressemble à ce qu'on pourrait définir comme étant l'inconscient, comme s'il y avait une force inconsciente à l'intérieur de ces personnes qui s'opposent au changement qu'elles souhaitent réaliser, pour lequel elles viennent voir. Et donc, je me suis dit, allons explorer. Partons à la découverte de cette hypnose ericksonienne pour comprendre comment ça se passe. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai été me former en hypnose ericksonienne. Et là, j'ai découvert des outils complètement nouveaux. Bien évidemment, le fait d'avoir fait une formation de PNL me permettait d'avoir des repères, puisque une grande partie de la PNL est issue de la modélisation de Milton Erickson, donc l'analyse du travail de Milton Erickson et de créer des modèles qui reprennent les principes du travail ericksonien. Et en même temps, il y avait beaucoup plus que simplement des outils et de la technique. Il y avait une manière de communiquer, il y avait une manière surtout nouvelle, complètement nouvelle, d'utiliser, d'accueillir ces forces opposées. Je dois vous avouer que, à l'époque, lorsque les personnes venaient me voir et puis qu'elles exprimaient des limitations ou des blocages, je partais dans l'idée qu'il fallait lutter contre ce que je pouvais appeler, ou qu'on appelle habituellement, des résistances. Ces résistances au changement, ces forces à l'intérieur qui s'opposent au fait de vouloir. Et donc, assez naturellement, j'interprétais, je donnais sens à ces forces comme des résistances contre lesquelles il fallait lutter. Et grâce aux formations en hypnose ericksonienne que j'ai faites avec Stephen Gilligan, Bill O'Hanlon, Ernest Rossi, qui étaient tous d'anciens élèves de Milton Erickson,
eh bien, j'ai découvert que ces résistances, elles peuvent avoir une autre signification. Ces résistances, c'est des parts inconscientes de nous-mêmes qui cherchent à se protéger à travers le fait de fonctionner comme elles fonctionnent. Et le langage hypnotique, la communication hypnotique, les outils de l'hypnose ont pour mission de nous aider à aller à la rencontre de ces parties qui résistent ou qui s'opposent au changement et d'aider ces parties à s'engager dans un processus de changement. Et que ces parties, elles deviennent des sortes de partenaires du processus de changement. J'ai vraiment constaté avec le temps, puisque ça fait maintenant plus de 20 ans que je pratique l'hypnose ericksonienne, j'ai constaté avec le temps que cette approche est d'une puissance tout à fait extraordinaire. Plus on lutte contre ces parts de nous qui cherchent à se protéger inconsciemment, on est bien d'accord, et en même temps, inconsciemment, c'est ce qu'elles veulent, c'est se protéger, plus on lutte contre ces parts qui cherchent à se protéger, plus ces parts vont gagner en puissance et vont chercher à résister de façon encore plus puissante. Et donc ça a complètement changé, transformé ma pratique du coaching. Lorsqu'une personne vient me voir aujourd'hui et puis qu'on définit un objectif, elle me décrit les raisons pour lesquelles elle souhaite vivre ce changement, je vais naturellement écouter cette part qu'on pourrait définir comme une part consciente d'elle-même. C'est la part qui veut vivre le changement. Cette part qui a le souhait de pouvoir s'alimenter d'une manière plus saine, ou cette part qui a le souhait de pouvoir modifier une habitude qui est malsaine, ou cette part qui a envie de pouvoir communiquer de manière plus libre ou plus authentique avec les autres, cette part qui a envie de moins stresser, de pouvoir mieux profiter de la vie. Donc cette part qui naturellement a un intérêt à vivre le changement. C'est d'ailleurs elle qui, symboliquement, prend le téléphone pour m'appeler et venir me voir en consultation. Et en même temps qu'il y a cette partie qui veut vivre le changement, il y a une autre partie qui ne peut pas. C'est pas qu'elle ne veut pas. Cette partie ne peut pas vivre le changement. Elle ne peut pas vivre le changement parce que pour elle, le changement est synonyme soit d'une perte, soit d'un danger. Et ça, c'est extrêmement important à bien le comprendre, c'est que pour cette part de la personne qui résiste au changement, la paire de lunettes qu'elle utilise pour voir le changement et donner sens au changement, c'est une paire de lunettes qui l'amène à envisager ce changement soit comme un danger, soit comme une perte. Et donc, puisqu'elle interprète le changement comme un danger ou comme une perte, eh bien, tout naturellement, cette part inconsciente va résister au changement. Comment est-ce qu'elle va résister au changement? Elle va résister au changement par des émotions. C'est un des premiers moyens qu'elle a de s'exprimer. Elle va l'exprimer sous la forme d'une émotion qu'on pourrait décrire comme étant de la peur, ou de l'appréhension, ou de la tristesse, ou de la colère, ou de l'angoisse. La personne va décrire cette limitation et ce blocage comme une émotion qui est présente en elle. Ça, c'est le premier moyen que cette part qui ne peut pas changer va utiliser pour s'exprimer, c'est une émotion. L'autre moyen, c'est un comportement. Ce comportement, ça va être l'évitement ou la procrastination. La personne va toujours s'arranger inconsciemment, une fois encore, pour trouver autre chose à faire de plus urgent. Combien de fois j'ai entendu des personnes en séance qui viennent me voir et puis lorsqu'elles reviennent une deuxième, troisième fois, puis qu'elles me décrivent comment ça s'est passé, elles me disent au moment où je voulais commencer à faire ce qui a de l'importance pour moi, je commençais à penser aux impôts que j'avais à compléter, ou au ménage que j'avais à faire, ou au tri que j'avais à faire, aux mails auxquels je devais répondre. Je m'arrangeais toujours pour trouver autre chose à faire. Ça, c'est un moyen classique que cette part qui ne peut pas va manifester. Elle va s'arranger pour emmener la personne sur un autre chemin que celui du changement. Même si, naturellement, la part qui veut, elle a très envie, par exemple, de consacrer plus de temps à la méditation, ou de consacrer du temps à se préparer un repas sain, ou de se consacrer du temps à prendre soin de soi en allant faire du sport, ou de prendre du temps pour soi en écrivant, ou en lisant, ou en jouant d'un instrument de musique. La personne, elle vient parce qu'elle a envie vraiment de pouvoir
vivre quelque chose de plus épanouissant, de plus satisfaisant dans sa vie. Et au moment où il y aurait du temps pour le faire, hop, cette autre partie prend le pouvoir et puis lui rappelle qu'il faut compléter ceci, qu'il faut faire cela, ou qu'il y a encore ceci à réaliser. Et donc, du coup, la personne, elle se donne pas le temps. Et elle a l'impression de comme se saboter. Donc ça, c'est le deuxième moyen que cette part qui ne peut pas va exprimer. Donc le premier moyen, ce sont des émotions, de la peur, de l'angoisse, de l'appréhension, de la tristesse, de la colère. Le deuxième moyen, c'est comportemental, donc elle va le plus souvent emmener sur des comportements qui ne sont pas souhaités. Et puis le troisième moyen que ces parts vont utiliser pour s'exprimer, ce sont des pensées. Des pensées qui vont tout à coup apparaître dans l'esprit du style « mais est-ce que vraiment c'est important pour toi? Est-ce que tu crois vraiment que tu en es capable? Est-ce que tu penses vraiment qu'en faisant ça, ça va être mieux dans ta vie ?» Voilà, tout ce genre de discours, ces pensées qu'on peut avoir dans l'esprit et qui nous amènent tout à coup à s'éloigner du changement qu'on souhaite vivre. On va voir un coach, on veut vivre un changement, et puis on revient dans notre vie quotidienne, puis on a d'autres pensées. Et ces pensées, elles viennent comme remettre complètement en question tout le travail qui a été réalisé lors du coaching. Ça, c'est classique. Ce sont ces parties inconscientes qui ne peuvent pas. Et elles ne peuvent pas, encore une fois, parce qu'elles envisagent le changement soit comme un danger, soit comme une perte. Et comme elles envisagent le changement comme un danger ou comme une perte, alors tout naturellement, elles vont s'arranger pour éviter d'aller en direction du changement. Et pour y parvenir, elles vont soit créer des émotions, soit favoriser des comportements, soit générer des pensées particulières. Comment est-ce que l'hypnose peut aider? L'hypnose va aider parce qu'on va aller à la rencontre de ces parties. Et c'est là que j'observe une différence fondamentale entre une hypnose qu'on peut définir comme étant une hypnose classique ou une hypnose hellmanienne, qui sont des hypnoses qu'on va définir comme étant plus directives, plus autoritaires. Une forme d'hypnose qu'on revoit le plus souvent dans les spectacles d'hypnose. Quand on va consulter un hypnothérapeute qui pratique une hypnose classique, il va généralement suggérer à ses patients « vous faites ça » ou « vous pensez ça » ou « la fumée ça vous dégoûte » ou « la nourriture grasse vous dégoûte, donc vous allez manger de la nourriture qui est saine ». Il va renforcer la partie qui veut le changement. Et ça fonctionne parfois, et malheureusement, ces parties inconscientes, elles sont souvent bien plus puissantes même que l'hypnose directe. Et donc l'enjeu, et c'est là que l'hypnose ericksonienne et mon approche de l'hypnose est différente de l'hypnose classique ou de l'hypnose hellmanienne, c'est qu'en hypnose ericksonienne, dans mon approche de l'hypnose, eh bien, on va aller à la rencontre de ces parties. On ne va pas chercher à lutter contre, on va au contraire aller à leur rencontre pour découvrir leurs besoins. Et ce qui va être encore plus important, c'est de découvrir, de comprendre quelle paire de lunettes cette partie utilise pour donner sens, pour interpréter le changement que la partie qui veut souhaite réaliser. Et donc, en comprenant mieux comment cette partie qui ne peut pas interprète le changement, et comme je le disais tout à l'heure, généralement, elle va l'interpréter de deux grandes manières différentes. Soit elle va l'interpréter comme un danger, et donc ça va lui faire peur, soit elle va interpréter le changement comme une perte. Et donc, elle n'a pas envie de perdre. Personne n'a envie de se mettre en danger, personne n'a envie de perdre quelque chose qui a de l'importance. Parfois, il y a même les deux qui sont réunis. Il peut y avoir une peur et en même temps le sentiment de perdre quelque chose. Et donc, avec mon approche de l'hypnose, et c'est ce que j'enseigne particulièrement dans ma formation, c'est de découvrir comment aller à la rencontre de ces parties, comment tisser une alliance forte, une alliance d'écoute mutuelle, une alliance de respect, une alliance de compréhension avec ces parties, pour que ces parties, elles puissent nous faire confiance. Ça, c'est le principal enjeu en premier, d'amener ces parties à me faire confiance.
Lorsque j'ai en face de moi une personne qui vient me voir et puis que la personne me décrit cette forme de dualité entre une part d'elle qui veut et une part d'elle qui ne peut pas, mon principal objectif, ce sera d'aller à la rencontre de cette part qui ne peut pas et de l'accueillir, de l'écouter et de la respecter de manière à pouvoir tisser une alliance aidante, qu'elle puisse me faire confiance. Et que surtout, je puisse comprendre comment elle vit les choses, comment elle pense, comment elle envisage le changement, comment elle se voit elle-même, comment elle vit la vie, de vraiment entrer dans son univers et de comprendre comment cette partie vit la vie. Et à partir du moment où j'ai pu comprendre comment cette partie vit la vie, je vais pouvoir identifier beaucoup plus spécifiquement qu'est-ce qu'elle a besoin d'apprendre. Comment elle peut enrichir sa paire de lunettes pour pouvoir donner un sens différent au changement. Tant qu'elle donne au changement un sens qui est synonyme de danger, donc de peur ou de perte, ou les deux en même temps, eh bien elle va s'opposer au changement. C'est logique, c'est naturel, c'est évident. Si maintenant, avec mon aide, je permets à cette partie d'enrichir sa paire de lunettes, de comme élargir sa paire de lunettes, et que, à travers cette paire de lunettes enrichie, elle puisse voir le changement comme un danger et comme une opportunité, comme une perte et comme un gain, de rajouter le « et », ce « et » qui va tout changer. C'est en ajoutant de nouvelles perspectives, c'est en ajoutant de nouvelles visions, de nouvelles représentations que cette part va pouvoir oser le changement. Ça ne sera pas nécessairement simple, et en même temps que ça ne sera pas nécessairement simple, ça lui donnera la possibilité de s'y engager. De telle sorte que ces deux parties ne soient plus opposées l'une à l'autre, mais que ces deux parties puissent collaborer l'une avec l'autre. Ça va être l'enjeu. Et grâce à l'état hypnotique, grâce aux spécificités de la communication hypnotique, grâce au questionnement spécifique que j'ai développé pendant plus de 20 ans, qui permet de comprendre ce qu'on appelle la phénoménologie, comment cette partie fait l'expérience de la vie. C'est ça la phénoménologie. La phénoménologie, c'est comment on fait l'expérience de la vie. Ça vient de la philosophie, c'est une branche de la philosophie, et la phénoménologie en philosophie, c'est l'étude du comportement de comment une personne fait l'expérience de la vie. Eh bien là, on reprend exactement la même idée. Sauf que, au lieu de questionner la personne dans sa totalité, on va questionner cette partie qui ne peut pas changer. On va bien évidemment aussi questionner celle qui veut. Et en même temps, celle qui veut, elle est déjà là, elle nous a déjà dit pourquoi elle veut changer. Donc, cette partie-là, elle est déjà comme acquise d'une certaine manière. Elle nous fait déjà confiance. Elle est venue nous voir pour vivre un changement. Le défi pour nous, coachs, thérapeutes, c'est de pouvoir avoir la confiance de la partie qui ne peut pas. Et pour pouvoir avoir la confiance de cette partie qui ne peut pas, il va être nécessaire, pour ne pas dire indispensable, de pouvoir gagner sa confiance. Et pour gagner sa confiance, eh bien, il faut comprendre comment elle vit la vie, comment elle pense, comment elle interprète les choses, quelle paire de lunettes elle utilise pour donner sens à la vie et au changement que la partie qui veut, souhaite réaliser. Et donc, grâce à ce questionnement spécifique que j'ai mis 20 ans à développer, le questionnement phénoménologique, grâce à la communication hypnotique, grâce à l'état, car naturellement il y a cet état neurologique naturel qu'est l'état hypnotique, qui est un état d'apprentissage puissant, un état de créativité, un état qui aide cette partie à pouvoir avoir une représentation plus vaste du changement, de manière à pouvoir le vivre d'une manière plus positive. Eh bien, grâce à tout cela, l'hypnose aide à pouvoir aller à la rencontre de ces parties, les aider à apprendre ce qu'elles ont besoin d'apprendre pour pouvoir être des partenaires du changement au lieu d'être des résistances au changement. Et ces notions-là, ces compétences-là, cette vision-là que j'ai apprise à l'aide de l'hypnose ericksonienne, c'est ce que je vous transmets durant ma formation en hypnose. Et donc, si vous êtes coach et que vous recherchez des solutions complémentaires à vos outils de manière à pouvoir mieux accompagner les blocages, les résistances, les émotions limitantes que vos clients peuvent rencontrer, alors j'ai l'intime conviction, je l'ai depuis 20 ans, que la formation que je vous propose
peuvent vous donner des clés extrêmement aidantes et puissantes. Si cela vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter, voire même à mettre un commentaire en dessous de la vidéo. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Merci et belle suite de journée ou de nuit pour vous. À très bientôt.